Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir à Sébastien qui a accepté de cette invitation qui était vraiment imprévue parce qu'on a prévu ça hier. Donc un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Surtout que tu dois être un petit peu demandé en ce moment parce que tu viens de réaliser quand même un sacré exploit dont on va reparler tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, Sébastien. Bonsoir à tous, puis merci pour l'invitation. Non, je suis quand même pas surbooké, faut pas exagérer. Moi, je suis un prof de PS de 48 ans, marié, 3 enfants. Voilà, j'habite dans le Vaucluse et je suis plutôt un spécialiste des raids aventure multisports. Une pratique que j'ai depuis une vingtaine d'années et puis actuellement avec mon équipe 4 centimes, on se débrouille bien, on est deuxième au niveau mondial avec une 3e place au dernier championnat du monde. On parcourt le monde entier sur des expéditions de 3 à 7 jours en équipe de 4 mixtes. Donc voilà, ça c'est ma pratique de cœur, on va dire. Et puis je viens régulièrement sur les ultra trails une fois ou deux par an parce que pour me tester, parce que c'est aussi un univers que j'aime bien. Et puis même plus c'est long, plus j'apprécie. Voilà, donc j'ai fait l'échappée belle il y a 2 ans, le Tour des Géants l'année dernière. Et puis voilà. Et puis voilà, pendant le confinement est née cette idée folle du GR5. D'accord, justement, j'allais te poser cette question. Donc, avant qu'on revienne sur le GR5, j'aimerais comprendre en fait pourquoi tu as cette passion de l'effort ultra endurant, enfin des efforts qui sont très très longs en général, parce que là on est sur 162 heures, je fais 1000 GR5. D'où te vient cette passion à ton avis et pourquoi choisir cette discipline plutôt qu'une autre? Moi j'aime bien être dans ces environnements de nature, contempler, prendre le temps. Et du coup, quand on fait une course de 10 bornes, de 15 bornes ou de 20, même un petit trail de 20 bornes, on est à fond, on regarde ses pieds, on profite de rien, quoi. Et puis, plus j'avance dans l'âge, plus j'aime être dans une zone de confort au niveau cardiaque, quoi. Et du coup, c'est pour moi un effort que j'aime, un effort d'endurance vraiment fondamental, quoi. Et puis voilà, j'aime les couchers de soleil, les levées de soleil, j'aime tous ces univers un petit peu qui sont hors du temps. Voilà, dans ma pratique des raids, on est 24 heures sur 24 en course et puis on a des sensations et puis des surprises permanentes. Et c'est ça que j'aime parce que on explore des territoires parfois même pas inexplorés, j'exagère, mais pas loin. Et du coup, c'est des expéditions, c'est des aventures c'est un peu ce que j'ai retrouvé là sur le GR5, même si on était toujours sur du chemin de randonnée, c'était quand même très simple au niveau du déplacement par rapport à ce que je peux vivre d'habitude, quoi. Mais voilà, moi j'aime être dans la contemplation et
et dans l'effort. Et du coup, ces efforts longs me permettent d'être dans les deux, quoi. D'accord. Donc, bah écoute, ravi d'entendre ça, et on va reparler tout à l'heure de ta pratique, qui est un petit peu spéciale aussi, qui a sa particularité, qui est sur le wildinisme. Et tu vas pouvoir nous en redire tout ce que c'est, en quoi ça consiste. Mais avant ça, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent, et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Et il faut savoir que vous avez la possibilité, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, de poser des questions à Sébastien aujourd'hui en mettant dans les commentaires, et puis on affichera votre question à l'écran, et Sébastien se fera un plaisir de vous répondre. Donc moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai découvert ça grâce à toi, en fait, le wildinisme, en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est né il y a quelques années, et puis qui est impulsé par un ancien trailer de haut niveau, Cyril Cointre, qui s'appelle. Lui, à un moment donné, pourtant, il était dans le développement du trail depuis le début, et puis il en a eu assez de voir qu'en fait, il y avait une surconsommation, qu'il y avait une éco-responsabilité qui était de moins en moins importante dans toutes les organisations. Et en fait, il a créé un peu ce mouvement de wildinisme en disant, bon, on va essayer maintenant de revenir à l'essentiel, à des choses plus simples, en essayant de respecter davantage la nature quand on la traverse dans toutes nos organisations. Donc, le mouvement wildinisme, il prône des organisations beaucoup plus éco-responsables, où on arrêterait d'avoir des low finishers qui viennent de Chine, où on éviterait les assistants qui se déplacent en voiture et qui contournent les vallées dans tous les sens et qui font des kilomètres et des kilomètres pour juste donner une barre de céréales à leurs coureurs au ravitaillement. Enfin voilà, l'idée du wildinisme, c'est courir sur nos sentiers, qui est la base du trail, en toute simplicité, sans polluer, et au contraire, en préservant au maximum cette nature, et en la soutenant, quoi. Donc, quand je me suis lancé le défi du GR5, j'avais deux possibilités, hein. Soit je tentais le record avec mes collègues en pacer, et je pense qu'après coup, on serait certainement allé beaucoup plus vite, c'est clair. Soit j'allais à fond dans ce mouvement du wildinisme, et puis je tentais aussi de montrer que c'était possible aussi de faire des belles perfs, et puis ça correspondait un peu plus à ma vision des choses. Après, moi, dans ma pratique du raid international, forcément, je dois prendre l'avion pour aller une fois ou deux par an pour aller faire une Coupe du Monde. Donc, j'ai pas une taxe zéro carbone toute l'année, loin de là. Mais je me dis qu'en France, par contre, on peut faire un max d'efforts, et puis quand c'est possible, quoi. C'est très simple. Moi, je vais bosser au collège à vélo, à pied. Voilà, dans mon quotidien, je fais un max d'efforts. Alors, je me dis que sur des courses, sur des trails, sur des choses comme ça, on peut aussi faire en sorte, plutôt que de prendre tous sa voiture pour faire du covoiturage, prendre du blablacar, etc. Enfin, c'est plein de petits gestes, hein. Alors, ça peut être symbolique, hein, on est bien d'accord, mais moi, ça me plaisait dans cette idée-là, quoi. C'est vrai que c'est toujours difficile d'être à 100% dans l'éco-responsabilité, c'est vrai que si on doit faire, c'est vrai qu'on n'a qu'à regarder ce qu'on a dans la poche avec nos téléphones. Bon, voilà, c'est vrai que c'est toujours difficile, mais c'est vrai que si chacun essaye de faire une petite amélioration dans son quotidien, comme tu dis, d'aller au boulot en vélo, par exemple, c'est vrai que ça peut faire peut-être bouger les choses aussi. J'avais entendu, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis des gens qui accompagnent les trailers, par exemple sur le trail de la Réunion, donc la Diagonale des Fous, un accompagnateur fait plus de 800 km s'il veut être à tous les points de ravitaillement. Donc c'est vrai que c'est énorme quand on y pense, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, en fait, à ça. Donc, pour moi, c'est une ineptie, c'est complètement ridicule. Franchement, on est des grands garçons, on est quand même capable d'arriver à un ravitaillement et de remplir son camelback, de se nourrir, quoi. Je veux dire, en plus, pour moi, c'est une inéquité totale, l'assistant, quoi, parce que tout le monde ne peut pas avoir un assistant. Encore plus à La Réunion, on va pas faire venir quelqu'un à La Réunion prendre l'avion pour être son assistant, et il y en a qui font ça. Pour moi, voilà, j'imagine, moi, en raid, dans mes pratiques de ma compétition, s'il y avait des équipes qui pouvaient avoir des assistants et des équipes qui n'avaient pas d'assistants, il y aurait une inégalité terrible, quoi. Parce que ça n'existe pas, du coup, dans le raid. Ah non, on n'a pas d'assistant, personne, on se débrouille. Et moi, je me souviens au Tour des Géants l'année dernière, où l'assistant est autorisé, pas le pacer, mais l'assistant. J'étais plutôt dans le devant de la course, et il y avait des coureurs avec assistant, moi, j'en avais pas. C'était drôle, quoi. C'était drôle, et en même temps, c'est pas toujours un avantage, parce que j'étais avec un Italien, la Galeatti, pour pas le nommer, qui
qui allait plus vite que moi sur le parcours, mais dès qu'il arrivait à son assistance, il voyait sa femme, et du coup, il y avait de l'affect là. Et du coup, il s'effondrait à chaque fois parce que ses douleurs étaient multipliées par 10 en voyant sa femme. Donc, il était à chaque fois, je le retrouvais allongé au bout de lui-même. Alors, je repartais avant lui. Et puis, une heure après, je le voyais, il me rattrapait, il me redoublait, et puis ainsi de suite. Puis à chaque fois, puis il a fini par abandonner. Et je suis sûr que s'il n'avait pas eu sa femme en assistant, autant il n'aurait pas abandonné. Non, mais pour dire que c'est pas forcément en plus que du positif d'avoir un assistant qu'on connaît bien, qui est sa petite amie, etc., quoi. Et Voilà. c'est vrai que je recevais Guillaume Artus il y a 2 semaines et il me disait que en fait le fait d'avoir un assistant aussi ça te fait perdre du temps parce que tu restes discuter et Oui, tout ce temps-là que tu prends à faire ça, bah en fait c'est du temps que tu perds à aller à avancer quoi. Donc c'est clair. c'est vrai que c'est pas toujours un avantage effectivement. Voilà. Donc bah écoute, merci pour cette présentation du wellbeing et de cette philosophie parce que c'est une philosophie aussi de vie finalement parce qu'il faut c'est un petit peu comme ça que tu vis aussi j'imagine. C'est un petit peu Ouais. cohérent. Et du coup, comment est-ce que tu t'es organisé pour préparer ce GR5 donc que tu as terminé en 162 heures? Est-ce que tu peux nous reparler de ce que c'est que ce défi du GR5 déjà? Bon, écoute, ce défi, il est né pendant le confinement, hein. Quand je tournais en rond sur une heure, là, j'en pouvais plus. En plus, la saison de raid internationale a été annulée, donc du coup, il me fallait un défi. Et puis voilà, ce GR5, ça me trottait dans la tête. Et puis le monter, le préparer en mode solo autonome, autosuffisance, c'était finalement très simple. J'avais que moi à gérer, j'avais juste à m'entraîner et puis préparer un petit peu ce dont j'avais besoin pour être autonome pendant 7 jours. J'avais pas besoin de créer des relais, des assistances, où est-ce qu'on allait me récupérer, qui allait courir avec moi, à quel moment. Enfin là, ça devient une organisation hyper complexe si on tente un record avec du monde autour. Mmh. Moi, c'est hyper simple. En fait, j'ai j'ai appelé le record. Alors, Romain Sophis, qui a le record actuellement, là, a été très sympa. Je l'ai appelé, on a beaucoup communiqué. Il m'a donné des tas de renseignements. Il m'a envoyé la trace GPX. Donc, j'avais la trace GPX sur mon téléphone au cas où si je me perdais. Et puis, j'ai préparé un petit planning. J'ai essayé de voir à peu près où je pourrais trouver à manger dans les vallées. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de refuges, que ce serait aussi une possibilité pour trouver à manger. Et puis, je me suis entraîné sur le Ventoux, quasiment 2-3 fois par semaine, en testant aussi mon couchage, c'est-à-dire un hamac avec un tarp par-dessus, assez haut sur le Ventoux. Du coup, il faisait assez frais. C'était pas mal pour comparer. Voilà, avec mon petit duvet. Enfin, j'ai testé mon couchage. J'ai un peu testé tout mon matos jusqu'au dernier moment. Puis après, il me restait plus qu'à trouver une bonne fenêtre météo et un blablacar pour aller au départ. Et c'était bon. D'accord. Ah ouais, donc finalement, ça a été, enfin, ça s'est prévu un peu Moi, sur le tard. C'est pas un rêve de longue date, en fait, de faire ce défi-là. j'ai improvisé ça en 2 mois. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est encore plus impressionnant du coup de pouvoir organiser ça. Bah, c'est vrai que du coup quand bah, il n'y a pas toute cette organisation de savoir qui va être où, et ben finalement on a, comme tu dis, on a que soi à gérer et du coup ça simplifie beaucoup la tâche. Et comment tu faisais en fait pour du coup pour te ravitailler et puis pour trouver des endroits où dormir? Comment est-ce que tu faisais pour te nourrir et vivre en fait tout simplement? Bon, bah là, c'était la débrouille, hein. Après, c'est notre mode de vie en raid. On sait jamais où on va dormir, ce qu'on va faire, où on va trouver à manger. Donc, on est très, très habitué à ça. Et puis moi, quelque part, c'est ce que j'aime, ne pas savoir. Comme quand je pars en vacances avec ma famille, on part avec notre vélo et puis on ne sait pas où on va bivouaquer le soir. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Parce qu'en plus, là, sur mon GR5, l'idée, c'était je m'arrête quand j'en ai vraiment besoin, quoi. Je voulais pas faire un plan défini à l'avance, quoi. Donc, pour les hébergements, eh ben, j'avais prévu de toute façon, en gros, de marcher 20 heures et de m'arrêter 4 heures. Enfin, marcher et courir. J'ai essayé de courir aussi dans les descentes quand même, pas mal. Mmh. Et voilà, de m'arrêter 4 heures la nuit pour avoir que 3 heures en fait d'évolution de nuit. C'était ça l'idée. Donc, la première nuit, au moment de m'arrêter après Samoins, je cherchais 2 arbres et en fait, je tombe sur un petit hameau abandonné. Je trouve une grange grande ouverte avec un sommier posé au milieu. Je me suis dit, voilà, ça commence pas mal. Donc, la première nuit, avec une fontaine à côté, j'ai fait ma toilette, j'ai dormi sur un sommier, 3 heures. Ça commençait très, très fort.
Et puis ça s'est enchaîné plutôt bien pour les couchages parce que j'ai soit squatté des refuges en pleine nuit où j'arrivais à 1h du matin, je repartais à 4h, personne ne savait que j'étais passé. Je dormais sur la banquette du salon discrètement. Une fois, je suis arrivé à 22h30 dans un gîte d'étape, la dame n'était pas couchée, elle m'a donné un lit dans le dortoir. Alors j'ai réveillé tout le monde à 23h et à 2h du matin, c'est reparti. Ils étaient contents. Et puis voilà, après, et puis j'ai dormi dans mon hamac aussi 2 fois, comme prévu. Voilà, au niveau du couchage, franchement, je pensais pas dormir 4 fois sur 6 sur un vrai matelas. Ça a été une fois aussi, je tombe en bas du col Girardon là, en arrivant dans l'Ubaye, je tombe dans une petite vallée. Et puis là, il y a un gars à vélo qui passe au même moment et il me dit, mais il y a une cabane qui est prêtée par la mairie à 5 km, tu verras, il y a tout ce qu'il faut, un matelas dedans et tout. Enfin voilà, c'est ça qui est chouette aussi, c'est quand tu as des bonnes petites surprises comme ça et ça te requinque et tu repars super bien. Après, au niveau alimentation, ça a été. Bon, moi, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai l'habitude de fonctionner tout de suite sur la lipolyse. Je brûle mes graisses immédiatement. J'ai mangé 0 bar des 6 jours, 7 jours là. Je fonctionne avec des pizzas, des boulangeries, voilà, mon alimentation est tout sauf un modèle. Je crois qu'on a perdu tous les nutritionnistes là. Là, je suis désolé pour les nutritionnistes, mais en fait, il fallait que je sois léger, donc c'était impossible pour moi de porter de la nourriture pour 6-7 jours. Donc en fait, je suis parti avec de la nourriture pour 15 heures. Et puis derrière, il fallait que je me débrouille, il fallait que je le trouve. Alors, si ce n'est que, je rassure les nutritionnistes, je m'étais posté un colis à mi-chemin à Modane où j'avais mis des bonnes choses dedans. Ouais. Mais voilà, ça a été une fois. Ouais. Pour le reste, je me suis débrouillé. Parfois, 2-3 fois, je suis tombé sur des restos ouverts et ben, je me suis assis, j'ai commandé en leur demandant de faire vite parce que je voulais quand même pas trop perdre de temps. Et ils me regardaient avec des grands yeux, genre, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, être pressé comme ça. Voilà, mais après, c'est tout sauf un modèle d'alimentation, je l'accorde, hein, mais en autonomie solo, il faut être capable de faire comme ça, sinon c'est pas possible, quoi. Mais finalement, c'est vrai que, et ça, quand on n'est pas habitué en fait à faire ce genre d'épreuves et ce genre d'efforts, on a un petit peu du mal à se l'avouer, à se le dire, c'est que les réponses viennent en chemin. On a tendance à toujours vouloir tout prévoir, tout anticiper, etc. Mais on se dit pas qu'on va avoir comme ça des réponses qui viennent en chemin et qu'on n'avait vraiment pas prévues et qui sont finalement des super souvenirs. Et c'est peut-être ces moments-là qui viennent en chemin qu'on va garder en souvenir. Et justement, ça me permet de rebondir sur une question qu'on a de Fleur qui nous demande si tu as une anecdote sur ce GR5. Alors là, tu viens de nous en raconter plusieurs, mais si tu en avais peut-être une à nous dire, est-ce que tu en aurais une en tête comme ça qui te viendrait tout de suite? J'en ai tellement des anecdotes. L'histoire de la première nuit avec le sommier, c'est quand même énorme. À un moment où je veux dormir, je trouve cette grange avec un sommier, c'est quand même incroyable, quoi. Dans la Vanoise, là, j'ai un lever de soleil extraordinaire. C'est la pleine lune, donc le soleil se lève, il y a la pleine lune à côté des sommets enneigés, il y a la mer de nuages en bas. Et puis là, j'ai pas mangé depuis une quinzaine d'heures et je me dis, bon, là jusqu'à Modane, ça va être long. Et puis, j'avais pas fait gaffe, il y a un refuge qui est guère plus loin. Et j'arrive pile à l'horaire du buffet à volonté du petit-déj. Et là, j'entre. Alors, j'étais tout crade. Forcément, je ressemblais à rien, quoi. Et là, je rentre et je vois la dame. Je dis, est-ce que je pourrais prendre un petit déjeuner? Alors, elle va voir le patron en lui demandant si c'est possible. Alors, je lui disais, pourvu que ce soit possible. Et là, elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et là, je sais plus dans quel état je peux me présenter, quoi. Je suis trempé de partout, je suis tout dégueulasse. Bon, je rentre pieds nus comme un SDF dans le salon alors que tout le monde est tout nickel au petit-déj, là. On est plein la panse, là, je me suis rempli le ventre comme il faut pour les 15 heures suivantes, quoi. Et oui, j'en ai une autre aussi. Je suis un peu moins fier, mais quand je suis dans l'Ubaye et pareil, là, ça fait bien 15-20 heures que j'ai rien mangé, donc ça commence à être urgent. Et j'arrive dans un village qui s'appelle l'Arche. Et à l'Arche, j'arrive trop tôt, il est 6 heures du matin. Et là, rien n'est ouvert. L'alimentation, c'est à 8h30 qu'elle ouvre. Et je me dis, bah, là, je suis mal barré, là, parce que je repartais vers le pas de la Cavale, etc. Donc, je repartais en montagne pour à nouveau 15h, 20h. Et il fallait absolument que je mange quelque chose. Et là, je vois gîte d'étape.
Bon, je rentre dans le gîte d'étape, j'enlève mes chaussures, je monte à l'étage et je vois salle de restauration. Et je rentre et là, il est 6h10 donc du matin et là, tout le petit-déj est installé par les gérants de la veille au soir, tu vois. Et il y a même le café qui coule qui a été programmé, quoi. Et là, je n'ai pas réfléchi plus longtemps. Je me suis servi 2 bols de café, j'ai pris les bonnes confitures, le pain et j'ai petit déjeuner comme un roi. comme un gîte, quoi. Voilà, tranquille. Et là, il y a un mec qui se lève, qui était au gîte d'étape, qui me regarde, qui me dit bonjour en croyant que j'étais un convive comme lui. C'était énorme. Et je suis reparti discrètement dans mes montagnes. Enfin voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est génial, quoi. C'est comme le voyage à vélo quand je suis en vacances, quoi. C'est que des incertitudes, des belles rencontres comme ça. Ou des voilà, il faut se débrouiller, hein. Après, il faut être d'un naturel optimiste. Moi, c'est mon cas. Je m'inquiète jamais. Je me dis qu'il y aura toujours une solution et puis que c'est comme ça. Puis on peut ne pas manger. Enfin, je lisais dans Carnet d'aventure récemment des gars qui partent plusieurs semaines faire des treks à jeun là, donc sans manger, sans rien, juste en buvant. Donc je pense que notre corps est prêt à supporter pas mal. Après, c'est le mental. Il faut juste que ça suive là-haut, qu'on soit pas en stress, qu'on soit pas inquiet, et puis tout va bien se passer, quoi. Est-ce que ça, tu l'as préparé de façon spécifique ou depuis des années, peut-être que tu te prépares mentalement à faire ce genre d'effort? Comment est-ce que tu penses que c'est venu, en fait, cette capacité mentale que tu as de te dire, de positiver, de te ressortir des moments qui sont difficiles et puis pas de te dire, bon, allez, là, c'est bon, je mets le clignotant, après tout, j'ai rien à gagner. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas jusqu'au bout comme ça et que tu as cette capacité mentale à surmonter les difficultés? Bon, je crois que c'est un peu mon naturel d'être positif et optimiste. Après, notre pratique du raid aventure, elle va forcément développer ça parce que bon, nous, on est en raid aventure, on est des équipes de 4 et puis on traverse des espaces incroyables. Et puis il nous arrive forcément des galères des galères pas possibles. On est en orientation, donc des fois on se perd, il faut se retrouver. Et puis des fois, on a eu des expériences où on devait traverser des marais avec des crocodiles ou de la savane avec des animaux sauvages. Enfin, on est dans des environnements tellement étrangers pour nous qu'il faut qu'on soit soudés, forts. Et puis, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter au milieu d'un marais avec des crocodiles. Il faut qu'on continue à avancer. Donc, c'est un peu, ça s'est construit ça au fil du temps de nos pratiques de raid aventure, où on est obligé sans cesse de rebondir. Et si à un moment donné il y a une galère et que les 4 s'effondrent, c'est foutu. Moi dans l'équipe, je joue souvent le rôle de mobilisateur. Voilà, et puis des fois quand c'est moi qui suis pas bien, faut savoir qu'en raid on doit toujours avancer ensemble. Donc quand il y en a un qui a un coup de barre, ben, les autres l'accrochent avec une laisse, avec un élastique, et puis on avance toujours comme ça ensemble. Donc on est toujours en train de s'aider et puis de s'encourager. Donc je pense que voilà, cette pratique collective du raid où on doit toujours avancer ensemble et jamais s'arrêter m'a renforcé dans cet état d'esprit, quoi. Pourtant, c'est vrai qu'en trail, on a plutôt l'esprit de se dire, bon, de toute façon, on sait qu'on va avoir les coups de moins bien qui vont pas être en même temps, des coups de boost qui vont pas être en même temps. Donc on est content de se voir au départ, mais on sera content de se voir à l'arrivée aussi. Et puis entre les deux, bon, bah, chacun sa course. Il y a des gens qui arrivent à faire des courses comme ça en duo ou même à plus. Mais quand on doit comme ça s'entraider, il faut gérer les humeurs de chacun et ça doit vraiment être quelque chose de particulier parce que faut savoir aussi prendre sur soi et puis des fois il doit y avoir des petits coups de sang qui doivent avoir envie de péter à 4 forcément sur plusieurs jours peut-être. Ça va pas être simple à gérer ça. Ouais, il y a forcément plein d'anecdotes, c'est génial, hein. Après, la pratique du raid aventure, il faut quand même faire avec des gens qu'on aime parce que on est quand même ensemble 24 heures sur 24 pendant 3 à 7 jours, c'est pas évident, mais oui, c'est plein de moments comme ça où il y a des hauts, des bas, et effectivement, mais c'est comme en trail, hein, j'ai envie de dire, quand sur des ultra trails, il y a des tas de moments où on est au fond du trou et c'est là qu'il faut se dire que c'est juste un mauvais moment et que dans 1 heure ou 2, autant on court comme un lapin. Moi, j'ai un exemple sur le GR5, là, c'est l'avant-dernière nuit, je suis sur une descente interminable et à un moment donné, je tape une pierre, je m'explose un ongle. Et là, je suis à 2300 mètres d'altitude, je peux plus marcher, je m'arrête et je regarde l'état de mon pied et je prends peur. Et puis, bon, je sors ma pharmacie, je me dis, oh là là, comment tu vas faire? Je sors ma pharmacie, je me fais un gros bandage sur l'orteil, etc.
Et puis, je remets ma chaussure et puis je repars. Ça va à peu près. Puis je repars. Allez, ça va. Allez, ça va aller, ça va aller. Et 1 heure après, je cours à 8-9 km/h dans la descente, chose que j'avais pas fait depuis 3 jours. Et je suis dans un moment de grâce absolue, d'euphorie. Ah, je vois. Ouais. Et c'est un truc de malade. J'étais comme possédé, quoi. 1 heure avant, je me pète l'orteil, enfin l'ongle de l'orteil, je me dis c'est foutu. Et 2 heures après, je cours comme un lapin en pleine descente à 3 heures du mat, et comme possédé, quoi. Donc c'est fou. Voilà, il faut jamais en ultra trail s'inquiéter plus que ça, quoi. Après, il y a des signes, il faut faire attention, hein, genre déshydratation, coup de chaud, etc. Il faut pas insister. Après, si c'est juste des petites douleurs, etc., je pense qu'il faut. C'est rien, quoi. Il faut attendre. Bah, tant qu'on n'est pas blessé et qu'on s'est pas fait rattraper par les barrières horaires, voilà. Tout va bien. Mais c'est vrai que ça, tant qu'on l'a pas vécu, ce fameux coup de boost juste après un moment où on est vraiment au fond du trou, on a du mal à se dire que ça peut arriver parce que c'est contre-intuitif en fait de se dire bah là plus je cours, moins je vais bien. Pourquoi est-ce que ça irait mieux à un moment? Donc c'est vrai que c'est contre-intuitif et puis tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile. Pour tous ceux qui se lancent sur des ultra trails, il faut le savoir, il faut avoir ça dans un coin de sa tête. Ça ira mieux après. On va revenir sur ta préparation parce que je vois que dans les commentaires ça intéresse en fait les gens et notamment sur le matériel que tu utilisais pour le bivouac. Il y a Maury qui nous demande quel type de matériel pour bivouaquer est-ce que tu as pris avec toi? Alors j'avais un hamac de la marque Situ Summit, un matériau hyper léger, je crois qu'il fait 160 grammes le hamac. Pour attacher aux arbres, j'ai pris des toutes petites cordes d'escalade avec des tout petits mousquetons. Dessus, j'ai tendu un fil pour mettre un tarp. Donc, vous savez, un tarp, c'est un double toit de tente, là, tout simplement, pour protéger de l'humidité. Voilà. Donc, ça, et après, dans mon hamac, j'avais un duvet, 400 grammes, un Wilsa 400 grammes, voilà. Zone de confort 5 degrés, je crois. Comme ils annonçaient du temps vraiment sympa, j'avais pas pris plus chaud. Je voulais quand même minimiser le poids. Et puis j'avais pris un petit tapis de sol aussi, genre 150 grammes là, que je mets au fond de mon hamac parce que sinon ça fait froid dans le dos. En fait, le hamac compresse le duvet et donc on a toujours une sensation de froid dans le dos. Donc un petit tapis de sol, ce qui me permettait aussi de dormir par terre ou dans un autre lieu avec ce petit tapis de sol si je choisissais, quoi. Donc ça, c'était le matériel de couchage. Ok. Et il y a Arnaud qui nous demande si tu faisais des feux pour te réchauffer. Est-ce que tu as eu besoin de faire ça? Et alors non, alors au départ j'avais prévu dans mon matos, je m'étais fait une liste, j'avais prévu de prendre effectivement, c'est ce qu'on a en raid, des petits allumes barbecue là avec un briquet ou des allumettes étanches au cas où, parce que nous en raid c'est fréquent qu'en cas de gros pépins on se fasse un feu pour se réchauffer, surtout en sortant de section kayak ou autre comme ça. Là finalement comme la météo, j'avais vraiment une super fenêtre météo, j'ai pas pris et j'ai vraiment à aucun moment j'ai vraiment eu froid. Si j'ai eu froid dans la Vanoise à 2005 une nuit, mais voilà, j'ai mis tout ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire un petit pantalon Gore-Tex par-dessus, polaire et veste Gore-Tex. Ouais, j'avais plus rien d'habits dans mon sac, là, j'avais tout mis sur moi dans la Vanoise là-haut. Mais le feu, j'ai pas pris. Par contre, je le conseille vraiment. Ça pèse rien, hein, un petit carré d'allume barbecue et des allumettes. C'est bien d'avoir ça au fond du sac. Tout comme bien sûr une bonne pharmacie, une couverture de survie. Ça, il faut surtout pas faire fi de ça parce qu'on ne sait jamais, quoi. Je vois certains qui se lancent là sur des trucs. On peut en parler. J'ai vu un jeune là qui part sur le GR10 en autonomie comme moi là. Il a un sac de 2 kilos et il n'y a rien dedans. Franchement, moi je partirais pas dans ces conditions, quoi. Voilà. D'accord. Peut-être qu'il fait ça en refuge et Oui, certainement qu'il prévoit de dormir dans les refuges, tu vois, mais du mauvais temps à 2005 en montagne, il a même pas un pantalon Gore-Tex, il a même pas une pharmacie. Tu vois, déjà rien que pour soigner ses pieds, enfin je sais pas, faire en borne et dire qu'on n'aura pas d'ampoule, ça me paraît surprenant. Bon, écoute, j'espère que ça se passera bien pour lui, hein, bien sûr. Évidemment, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il y a Yann qui nous demande si bonjour Sébastien, as-tu des échecs sur des ultras et pour quelles raisons? Oui, j'ai abandonné, comment il s'appelait celui-là, la Montagnarde, il y a 3 ou 4 ans.
la montagnarde. J'étais arrivé un peu blessé. Et puis, j'avais eu chaud. Et voilà. Moi, en gros, en partant, je savais que j'aurais du mal à finir. C'était plus une sortie entraînement que autre. Sinon, les quelques ultras que j'ai faits se sont bien passés. Bon, après le Tour des Géants, l'année dernière, j'ai fini malade et donc j'ai dû puiser très très loin dans mes ressources pour aller au bout à l'arrivée, quoi. Voilà, mais j'ai quand même franchi la ligne. D'accord. Moi, j'aimerais savoir quels sont tes prochains défis, alors que ce soit en raid ou en ultra trail ou même en trail tout simplement. Est-ce que tu as des prochaines aventures comme ça qui te font rêver? Alors la priorité, moi, pour actuellement, ça reste la saison internationale de raid aventure. Alors pour le coup, en 2020, c'est mort, tout est annulé, championnat du monde y compris. Donc là, en 2020, je vais faire avec ma partenaire de raid, Sandrine Béranger, vous connaissez peut-être, qui a déjà gagné la Diagonale des Fous. On va faire l'Ultra Trail de Serpenson à 2. Voilà. Donc ça sera en septembre. Après, pour 2021, j'espère que la saison de raid va pouvoir avoir lieu normalement. On a des belles échéances. Et puis, on court un petit peu après la place de numéro 1 mondial. Donc, ça restera la priorité. C'est qui les premiers en raid? C'est des Suédois actuellement. Des Suédois et souvent des Néo-Zélandais. Mais on bagarre, là, on bagarre. C'est dur. Mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce sport, le raid, il y en a de moins en moins en France parce que j'ai entendu dire que c'est très 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 compliqué à organiser parce que ça demande pas mal de logistique. Est-ce que c'est pour ça? Pourquoi tu penses que ça se fait de moins en moins en fait le raid? Si tu achètes l'Endurance Book il y a 15 ans, il y avait plein de pages de raid et aujourd'hui il y en a beaucoup moins, mais parce que moi-même je suis organisateur d'un raid dans le Vaucluse. Ça devient de plus en plus compliqué en termes de démarches administratives, d'autorisation. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu aies l'accord de Natura 2000, de l'ONF, des communes, des préfectures. Enfin, il y a un cahier des charges qui est démentiel. Et du coup, par rapport à l'organisation d'un trail, ça n'a rien à voir, quoi. C'est hyper compliqué. Et puis, on n'a pas un nombre de pratiquants non plus peut-être énorme, ce qui fait que voilà, c'est bien plus facile de faire du trail que du raid aventure. Hein. Faire du raid aventure, il faut maîtriser des techniques dans toutes les disciplines de plein air, escalade y compris, donc c'est pas évident. Voilà, mais oui, non. C'est organiser un raid, c'est tellement compliqué que je comprends qu'il y ait de moins en moins d'organisateurs. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui va évoluer? Parce que c'est vrai que dans le trail, on est dans le toujours plus. Les gens, maintenant, faire un ultra trail, finalement, ça devient presque... avant, faire un marathon, c'était l'élite. Maintenant, faire un ultra trail, si tu dis pas dans ton entourage que tu as fait l'UTMB ou la Diagonale des Fous, les gens, bon. Est-ce que tu penses pas que les gens vont aller rechercher des choses qui sont comme ça, plus diversifiées, plus dures, peut-être partir sur des Ironman ou des sports qui cumulent d'autres sports comme le raid? Est-ce que tu penses que ça peut changer cette pratique? De toute façon, moi, tous les sportifs qui goûtent, qui vont un jour essayer le raid, trouvent ça génial. Hein. Le côté partage en équipe de 2, 3 ou 4, ils adorent ça. C'est la bonne rigolade parce que autant on court très bien, puis en kayak, on n'arrive pas à diriger le bateau. Et puis en VTT derrière, on se prend des gamelles, etc. Enfin, c'est hyper ludique le raid, c'est hyper ludique. Ce qu'il faut voir, c'est que là, moi, j'avais jamais fait 600 km de la même activité. C'est pendant 600 km, c'est mes pieds qui sans cesse ont porté mon poids, alors que d'habitude, je fais même plus de kilomètres, mais des fois c'est à vélo, des fois c'est en kayak, des fois c'est à pied. Donc, il y a une vraie variété et au niveau mental aussi, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, un ultra trail, finalement, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer, à appréhender. Et maintenant, voilà, je comprends, hein, parce que on est dans une société de hyper communication, on voit tout ce qui se fait, et du coup, on est tenté d'aller vers ce qui se fait de plus long, de plus dur. Enfin, pas tout le monde, mais des fous comme moi, il y en a beaucoup. Donc, de vouloir toujours aller faire un peu plus, c'est dans l'air du temps, c'est sûr. Voilà. Après, il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien en trail, parce que je veux dire, il y a aussi des coureurs qui sont super épanouis sur des 20 km, des 25, des 30, et qui vont pas plus loin, et c'est très bien. Après, l'ultra trail, il se fait aussi à des rythmes lents. Hein, je veux dire, c'est aussi des grandes balades entre guillemets, quoi. Hein. Il n'y a pas que ceux qui sont devant. Des fois, les barrières horaires sont assez larges, et du coup, on peut prendre aussi le temps un peu et
profiter sur 48 heures. On le voit sur le marathon des sables, par exemple, où on peut faire la totalité du marathon, enfin des 250 km en marchant. Ça passe. Et c'est vrai, on peut aussi prendre le temps. Alors, c'est pas vrai pour tous les ultra-trail, mais sur certains, c'est possible. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens comme ça parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont des rêves et qui n'osent pas se lancer, aller essayer, par peur de quelque chose. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour ces gens-là? Il faut foncer, il faut pas se fixer de limite, quoi. Enfin, moi, jamais. Moi, j'ai commencé, je faisais du 110 mètres haies, je faisais du 400 mètres haies. Si à cette époque-là, on m'avait dit que j'allais faire 625 bornes dans les Alpes, j'aurais rigolé doucement, quoi. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était dans ma pratique sportive entre 15 et 25 ans. D'accord. Voilà, donc c'était voilà. Après, petit à petit, je suis passé sur des choses beaucoup plus longues et en endurance. Mais je veux dire, il faut pas se fixer de limites. C'est le corps humain. Moi, avec ma pratique longue durée, longue distance en raid et en ultra, ça m'a prouvé qu'on pouvait dépasser des limites, mais qu'on n'imaginait même pas, quoi. C'est juste une question d'habitude. Le corps, il faut qu'il soit marqué, qu'il connaisse, quoi. C'est tout. Moi, j'ai fait le Tour des Géants l'année dernière. Je suis sûr que ça m'a beaucoup servi pour ce GR5 cette année. Parce que finalement, j'avais déjà fait 350 km. Mon corps, il savait ce que c'était. Psychologiquement, je savais ce que c'était. On a les limites que celles qu'on s'impose et qu'on se fixe. Parce que pour moi, on n'a aucune limite. Aucune limite. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Moi, j'ai une section sportive raid avec 120 élèves dans mon collège. Et j'ai des exemples mais incroyables où j'ai un petit sixième, il est tout gros là en sixième, c'est quasiment le dernier et cette année il gagne le cross du collège en troisième, quoi. Je veux dire, il y a des exemples comme ça qui font que tout est possible. Après, il faut mettre les choses en place, il faut être voilà, il faut pas juste dire je vais faire ça et puis ça va se faire tout seul. Non, bien sûr. Mais par contre, il faut pas s'interdire de vouloir le faire. Ça, j'en suis persuadé, quoi. Tout est possible. Pas tout gagner, je dis pas ça, mais en tout cas être finisher de telle ou telle course, mais c'est toujours possible. Il y a aucun problème. Il suffit après de mettre en place des choses et d'y croire jusqu'au bout. Jamais lâcher, quoi. Très très bien. C'est très encourageant, je pense, pour les gens qui n'osent pas. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce que le corps n'a pas vraiment de limite. J'entendais Guillaume Artus dire que quand il a fait sa Via Alpina, que finalement courir 50 km par jour en montagne pendant 44 jours, c'était presque comme le faire à l'infini. Est-ce que toi, tu as ressenti ça sur ton défi du GR5? Est-ce que tu penses que tu aurais pu continuer encore comme ça pendant... Alors non, j'ai poussé la limite. J'ai essayé de jouer avec le record à la fin quand j'ai vu qu'il y avait presque moyen de le battre dans les conditions où je le faisais moi. Donc à la fin, j'ai poussé les limites pour faire que voilà, j'étais à la limite de la rupture, on va dire. Mais si j'avais continué sur mon rythme, 20 heures, 4 heures d'arrêt, 20 heures, 4 heures d'arrêt, je pense que oui, il y avait moyen de durer. Ouais. Oui, c'est clair. Je pense que, et encore une fois, dans ma tête, je m'étais préparé pour 6-7 jours, je m'étais pas préparé pour 9-10 jours. Voilà, si tu parlais de projets, je pense que c'est de plus en plus clair dans ma tête. J'irai faire le GR10 dans les Pyrénées, un de ces quatre. Et là, du coup, je vais me préparer pour 10 jours, 11 jours, 12 jours, pas pour 6 ou 7. Et du coup, je suis sûr qu'il y aura moyen d'y arriver aussi, quoi. Voilà, mais oui, je suis persuadé que si je prévois de faire la traversée de l'Afrique en courant 15 heures par jour, ça doit être jouable. Ça doit être jouable, ouais. Ouais, je pense. Je pense qu'on est tous capables de défis qui, sur le papier, nous paraissent incroyables, mais juste avec le bon esprit, le bon esprit, voilà, la bonne C'est attitude. génial parce que je pense que parmi les gens qui vont regarder cette émission, cet épisode, il y a des gens qui doivent être très très en difficulté pour courir 10 km et d'entendre dire ouais, en fait courir 15 heures par jour en Afrique, pas de problème, ça peut se faire si on a vraiment l'envie, la motivation, l'entraînement. Donc c'est très inspirant, je pense, pour ces gens-là qui ont encore, je pense, beaucoup de rêves et beaucoup d'objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Donc super. Et puis moi, je pense que faut pas regarder que les champions. Enfin, je veux dire, il faut aussi
à son niveau de pratique, à sa vitesse de déplacement, se fixer des objectifs. Et petit à petit, ces vitesses de déplacement vont augmenter au fur et à mesure des entraînements. Et ils seront surpris, là, tous ceux qui n'osent pas, là, de voir dans 5 ans. Il faudra qu'ils se retournent en arrière, qu'ils prennent une photo actuellement. Tiens, je suis capable de faire quoi actuellement? 3 footings de 15 bornes par semaine, je suis mort. Et ben, autant dans 5 ans, ils rigoleront quand ils liront ça, parce que Donc, c'est sûr. finalement, ça sera très facile à ce moment-là, quoi. Il y a Bernard qui nous demande comment est-ce que tu te prépares pour des nuits de 3 ou 4 heures pendant aussi longtemps? Est-ce que tu as une préparation spécifique pour ça ou finalement, naturellement, t'es pas un gros dormeur? Ouais, moi je suis un bon dormeur, hein, je dors bien 7 heures par nuit. Alors non, là, par contre, on se prépare pas à ne pas dormir. On ne s'entraîne pas à pas dormir, ça sert à rien. Là, ça fait 3 jours que je fais que dormir pour récupérer. Je crois que on a tous des besoins de sommeil plus ou moins longs. Moi, je vous dirais que c'est 7 heures par nuit pour que je sois bien, quoi. Donc non. Par contre, l'adrénaline, la motivation, l'objectif qu'on s'est fixé fait que finalement, ça va pas être si dur pendant tous ces jours de dormir que 3 heures. Moi, j'ai pas eu sommeil jusqu'à ce que je force un peu à la fin les 2 derniers jours, mais les 4 premiers jours, mais j'avais absolument pas sommeil. Alors que j'avais dormi parce que je prenais soin, je faisais pas mal mes soins de pied, etc. Je dormais que 3 heures sur 4 en fait, hein, grosso modo, avec ma toilette et tout. Donc, grosso modo, sur les 4 premières nuits, j'ai dormi 12 heures, mais je n'avais pas sommeil du tout, quoi. Donc, juste parce que je contemplais ce qu'il y avait autour de moi, c'était magnifique, parce qu'il y avait le col suivant à passer, parce que j'étais dans le truc, quoi. Voilà. Et du coup, quand on est occupé, quand son esprit est occupé, à prendre des photos, à regarder les animaux, à aller s'acheter à manger, à essayer de gagner du temps, de ci, de là. Quand l'esprit est occupé, finalement, on n'a pas sommeil, quoi. Et sans prendre du café, sans rien, hein, à part une fois au gîte d'étape, quoi. Je veux dire, juste, voilà, juste des pensées positives, une occupation de l'esprit fait qu'on n'a pas sommeil. Puis quand on est en déplacement, par expérience, voilà, quand on a des sections kayak de 100 bornes sur un lac, on peut s'endormir. À vélo, sur une route, pareil, mais à pied, c'est rare qu'on s'endorme. À pied, il y a des obstacles à passer, etc. Donc ça maintient la vigilance quand même. Mais c'est vrai que il y a différents types de motivation, la motivation externe, la motivation interne. Et quand tu as cette motivation interne et cette réelle envie intrinsèquement, c'est dans tes gènes d'avoir envie d'avancer parce que tu es vraiment dans ton élément, que tu sais pourquoi tu es là, que tu kiffes, que tu prends vraiment beaucoup de plaisir, et ben en fait, ça te fait passer des montagnes, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, dans le sommeil. Alors, du coup, là, samedi, qui nous dit que Eric Clavry va apparemment terminer ce soir le GR10, donc j'avais pas l'info. Merci à toi, avec un nouveau record, moins de 10 jours. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, j'ai suivi un peu Eric. Oui, je l'ai suivi le début aussi. Il est rigolo parce que dans les vidéos qu'il poste, il a des gros coups de moins bien mentalement et tout, mais il repart quand même. Ça fait penser à des copains de raid qui comme ça, ont des gros moments de bas et puis qui repartent, qui ont des gros moments de haut. Bon, après, c'est une machine, hein, il va super vite, c'est un super grand trailer. Voilà. Et puis là, c'est pareil, hein, il y avait toute une équipe autour de lui. C'est pas du tout les mêmes conditions que dans lesquelles moi je l'ai fait. Je respecte tout à fait ces conditions, il n'y a pas de problème. Hein. Je n'oblige pas tout le monde à faire du wildinisme. Hein. Je suis pas comme ça. Hein. Chacun fait ses choix. Je pense que malgré tout, battre son record avec mon petit sac, ça sera quand même pas vraiment une chose aisée, quoi. J'ai vu d'ailleurs le live quand tu es arrivé à Nice. Ouais. J'ai trouvé très très marrant votre petit jeu d'acteur avec le. Tiens, moi je suis tout seul. Ils sont où les journalistes? Parce que tu es arrivé un petit peu en même temps que Xavier Thévenard qui terminait son GR20. Et puis c'est vrai que le public n'était pas vraiment le même. Après, j'avais pas communiqué spécialement. Je faisais ça un peu. En fait, je savais même pas si j'allais arriver au bout, donc je voulais pas en faire des caisses, quoi. Puis c'est pas trop mon genre non plus, donc bon. Après, non, c'est drôle, ouais, non, c'est drôle. Non, mais je m'attendais pas à ce que. De toute façon, je savais qu'il y aurait personne à l'arrivée. C'était juste drôle parce que mon copain dans la descente me racontait. Xavier Thévenard et le GR20 et toute l'effervescence qu'il y avait eu autour. Et donc, je rigolais avec ça, ouais. C'est vrai que c'est pas la même chose que vous avez fait. Mais bon. Non, mais encore une fois, après, Thévenard, c'est aussi quelqu'un qui a des belles idées éco-citoyennes. Hein, Xavier Thévenard, c'est un grand coureur aussi, hein, qui a des belles valeurs. Hein,
voilà, c'est un chouette gars. Hein. C'est vrai que finalement, enfin, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu cette discussion sur un petit peu une échelle de valeur entre les gens qui vont faire que du off, et puis les gens qui vont essayer de battre des records comme ça. Alors que finalement, bon, bah, finalement, chacun prend du plaisir là où il a envie d'en prendre. Et puis, ben, chacun fait ce qu'il peut à son niveau pour essayer d'être éco-responsable au maximum. Et puis voilà, quoi. Ouais, je crois Donc, qu'il faut éviter voilà. les petits débats genre BFM TV qu'on a eu trop souvent là pendant le confinement. Je crois qu'il faut juste observer et puis tout ça, essayer quand même d'avancer dans le sens qui nous plaît parce que nous, on arpente tous les montagnes, les collines, on aime la nature, donc faisons tous des efforts. Après, Xavier Thévenard, encore, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu trop de voitures qui suivaient, mais bon, en même temps, il dit qu'il prendra plus l'avion, donc quelque part, Ça tu vois, équilibre. ça équilibre. Moi, je dis pas que je prendrai plus l'avion pour aller faire mes raids à l'international, tu vois, je suis pas tout blanc non plus, tu vois, donc moi, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas un gouvernement en France qui prend des vraies mesures pour le climat, je vais pas tout sacrifier ma vie, moi, personnellement. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, Oui, bien sûr. à un moment donné, c'est bon. Ouais, Mm. mettons les bons bulletins dans les urnes et puis agissons, quoi, aussi. On va pas faire de politique, hein. Agissons pour la planète Trail. Voilà. Voilà. Mais, moi, par contre, j'aimerais bien que les grands icônes du trail se mobilisent vraiment parce qu'on écoute un François Daen, un Xavier Thévenard, un Kylian Jornet, forcément on les écoute. On les écoute beaucoup plus que Que moi. d'autres. Que toi, forcément. Non, mais c'est sûr, c'est vrai, exactement, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que, comme on dit souvent, bah, chacun ses combats, peut-être qu'ils sont investis sur d'autres choses que l'environnement, qui sont tout aussi importants. Des fois, on peut pas être partout sur tous les combats, même si ce combat-là est vraiment, vraiment important, on est d'accord, hein, évidemment. Après, c'est compliqué quand tu as des sponsors, tu es un peu moins libre. Hein. Eh oui, Moi, je suis eh oui. complètement libre, moi. Et quand tu as Salomon qui verse, là, c'est plus délicat de dire non, je vais plus aller courir à travers le monde, etc., prendre l'avion, peut-être plus délicat. Quand on est sponsorisé par Volvic et les eaux en bouteille, c'est difficile d'aller critiquer. C'est plastique. Exactement. Alors, question pour revenir sur notre sujet. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des animaux qui sortent de l'ordinaire? Alors, je ne sais pas ce que c'est les animaux qui sortent de l'ordinaire. Peut-être, oui, bah, je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que tu as rencontré des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir? Écoute, en me préparant sur le Ventoux, j'ai rencontré un loup il y a 3 semaines. Et là, c'était un moment magique. Mais c'était chez moi dans le Vaucluse et je n'en avais jamais vu. Et c'est rare, là, les gens qui voient des loups à 300 mètres d'altitude. Là, j'en ai pas vu. Par contre, des bouquetins, des chamois, des marmottes, voilà, je sais pas, non, j'ai pas eu de serpents, non, voilà, essentiellement. Hein. Mais par contre, des belles rencontres avec ces animaux-là où à 5h, 6h du matin, aux premières lueurs du jour, ils te regardent interloqués, mais genre, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis il y a comme un échange qui se passe. C'était des moments chouettes, ouais. Si, il y a un moment donné, ça m'a trop fait flipper. Je passe le col Girardin à genre 22h. Et là, dans la descente, il y a un moment, c'est quand même tendu, je trouve, le GR. Et là, je suis dans une pente hyper raide. Je sais pas combien de degrés, mais c'est impressionnant. Je me dis surtout si tu tombes là, t'es foutu, quoi. Et là, je surprends 2 chamois qui prennent peur. Et là, ils partent dans le sens de la descente, mais à balle. Genre, je sais pas à combien, ils sont à 80 km/h dans la descente. Et je me dis, ben là, ils vont mourir, quoi. Ils vont mourir devant moi. Bah non. Non, ça passe. Non, ça passe. Non, c'est impressionnant. Voilà, non, sinon, j'ai pas rencontré de lynx ou d'animaux autres, non. Le Dahu. Le Dahu, non. Après, j'ai eu des petites hallucinations. Ah oui. C'est rigolo. Hein. Ouais, toujours. Hein. Il y a les premières lueurs du matin, à 3e, 4e jour, tu vois des formes un peu, tu vois. Tous les rochers, les arbres ont des formes particulières, c'est rigolo. Ouais. Les personnages de Disney, on voit souvent, j'entends. Plein de choses, ouais. Alors, ça va être la dernière question. Je pense qu'on va peut-être j'en mets une ou deux encore. Comment est-ce que tu t'es préparé les pieds pour résister sur tous ces jours d'efforts? Ouais, je me suis préparé les pieds le mieux que je pouvais. Moi, j'ai les pieds pleins de cornes là. Alors, j'ai essayé d'enlever tout ce que je pouvais. J'ai les pieds secs, très secs. Et surtout, j'ai pris un max de compil, d'élasto, et puis je m'entourais les orteils avec des élastos, etc. Bon, malgré tout, je suis pas hyper satisfait parce que j'ai quand même bien morflé.
Donc, il faut que j'aille voir un spécialiste là que je trouve. Il faut que je sois meilleur la prochaine fois pour finir en meilleur état au niveau des pieds. Et ça a été un bel handicap quand même pendant les 48 dernières heures, quoi. Mais ouais, je crème, voilà, j'enlève tout ce qui dépasse, je coupe bien les ongles à ras, etc. Mais bon, voilà, j'ai eu au téléphone Romain Sofis, donc à le record, et il m'a dit que lui, il n'avait pas eu une seule ampoule l'année dernière, quoi. Donc là, je lui dis, il a de la chance, quoi. Là, c'est pas la même épreuve, hein, finalement, quand tu fais la totalité avec des ampoules et. Ben ouais, alors moi, le problème, c'est que le sac a renforcé le sac faisait que il y avait plus d'impact, de choc sur les pieds aussi, quoi. Et du coup, question qui va avec, c'est quoi la marque modèle de tes chaussures? Ben, là, je viens de changer en fait. J'avais des Hoka Speedgoat avant, et puis j'avais une tendinite d'Achille. Alors j'ai essayé de trouver une chaussure avec un drop un peu plus supplémentaire, un peu plus importante. Et j'ai pris des New Balance. Je sais même plus comment elles s'appellent. Hiro peut-être? Comment tu dis? Hiro? Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc j'avais une New Balance là, et j'étais très satisfait du renfort au niveau des orteils parce que je tapais très peu, contrairement à la Hoka. Et puis l'accroche super, bien sûr l'amorti un peu moins bien, mais là j'avais pas une foulée hyper aérienne. Voilà. Donc voilà, là j'étais en New Balance pour le coup. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, j'ai l'habitude de poser 2 questions aux invités que je reçois, hein, pour terminer les échanges comme ça. C'est la première, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi d'il y a 20 ans? À mon mois d'il y a 20 ans, demain, ouais, change rien. Change rien, franchement, je suis tellement épanoui dans ma pratique sportive là. Change rien, ouais. Bon, bah c'est le meilleur conseil. Et la deuxième, c'est est-ce que tu aurais un livre à recommander aux gens qui souhaiteraient lire quelque chose qui t'inspire toi et qui t'a inspiré? Ouais, je vais peut-être pas être le premier à dire ça, mais moi lisez Mike Horn, Latitude Zéro, quoi. Et puis vous verrez que tout est possible, quoi. Lui, il se sort c'est un Je l'ai lu aussi, ouais. un sang-froid, il survit à tout, quoi, à des typhons, à des serpents, j'imagine, c'est un peu romancé. Enfin, en même temps, je suis pas certain. Mais voilà, quand tu lis Latitude Zéro, Mike Horn, tu te dis que, bah, ouais, c'est simple, quoi. C'est quelqu'un qui t'inspire, Mike Horn? Ouais, un peu dans son mental, ouais, dans sa façon de voir les choses. Quand tu décides de faire quelque chose, tu te dis pas que tu vas pas y arriver. Tu te dis au contraire que tu vas y arriver. Et puis c'est comme ça que tu y arrives, quoi. C'est-à-dire que il prépare toutes ses expés, il les prépare vraiment très très bien. Mais une fois qu'il est dedans, il a la bonne démarche mentale. Et puis ouais, forcément, il est inspirant, ouais. Après, je sais pas. Après, il est un petit peu, lui, il est vraiment fou, quoi. C'est-à-dire qu'il se lance des défis, c'est limite, quoi. Tu peux vraiment y rester. Moi, jusque-là, j'ai des enfants, tout ça, j'ai pas envie d'y rester dans mes expés, quoi. Nous, voilà, on est 4, on veille les uns sur les autres dans nos raids. Là, j'ai fait un GR5, ça restait du GR. Je disais à ma mère, t'inquiète pas, maman, hein, c'est qu'un chemin de randonnée, ça va aller, quoi. Voilà. Et après, Mike Horn, lui, voilà, il traverse l'Amazonie avec son coupe-coupe et puis en avant, quoi. Donc, Ouais, mais bon, par contre, le personnage est intéressant, est très très intéressant. Et ben, j'espère que j'aurai la chance de le recevoir un jour ici parce que c'est quelqu'un qui m'inspire aussi beaucoup. J'ai lu aussi ses bouquins. Et il parle très bien français. Oui. Non, et puis même, enfin, toute sa philosophie de vie, enfin, il a toujours des messages qui sont des petites phrases comme ça qui sont inspirantes. Ouais, et j'aime beaucoup le personnage, ouais, c'est vrai. Demain, ce sera Stéphane Brognard, donc qui sera là à 20h avec moi, donc quelqu'un aussi que j'aime beaucoup et qui un bel aventurier, hein, il a quand même traversé l'Atlantique. Oui. Puis il vient de faire aussi un autre défi en course à pied et en vélo. Là, il a terminé la semaine dernière, donc il va nous parler de ça aussi. Voilà. Eh ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être un message ou enfin quelque chose? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à la fin? Ah si, moi j'ai une question autrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver toutes tes aventures ou te suivre ou est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu as Bah, on a une page Facebook 4 centimes, là, 400, alors 400, parce qu'en fait, avec des copains avec qui on a créé l'association, on faisait du 400 mètres avant. C'est pour ça qu'on a appelé ça 4 centimes. Donc, sur notre page Facebook 4 centimes, vous pourrez avoir les infos de nos aventures, nos raids, lire les comptes rendus, tout ça. Voilà.
Et après, sur ma page Facebook perso, oui, je mets des trucs de temps en temps, mais pas beaucoup. Voilà. Ok, je mettrai le lien de votre page Facebook 4 centimes dans la description. Et merci beaucoup à toi pour cet échange. C'était vraiment super sympa, Sébastien. Et puis je te souhaite de réussir encore plein de gros défis et de faire rêver comme ça tout un tas de personnes parce que c'est très très inspirant. Donc encore félicitations à toi pour ce bel exploit. Et puis merci à tous d'avoir été encore une fois d'avoir beaucoup participé dans les commentaires. Je suis désolé, j'ai pas pu afficher toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup et malheureusement le temps est aussi compté. Donc merci beaucoup Sébastien et merci à tous. Bonne soirée et puis à demain pour écouter Stéphane qui répondra à nos questions. Bonne soirée. Bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.